Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence très nombreuse ce soir pour cette rencontre avec Cécile Coulon. Et merci beaucoup, Cécile Coulon, d'être venue jusqu'à Brest pour cette rencontre à dialogue. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par quelques mots pour vous présenter. Vous êtes écrivaine et poétesse. Vous avez fait votre entrée en littérature très tôt, puisque votre premier roman, Le voleur de vie, a été publié lorsque vous aviez 16 ans. Et c'était il y a 17 ans. Ça ne me rajeunit pas. Ça ne me rajeunit pas. Depuis, vous avez publié 8 autres romans avec lesquels vous nous avez menés vers des genres différents, mais avec certaines constantes. Une écriture cinématographique, très visuelle, très organique aussi, avec une forte présence de la nature et des lieux érigés en véritables personnages. Vous avez aussi publié 2 essais, un recueil de nouvelles et même un roman pour la jeunesse. Et puis, la poésie. Alors, je crois qu'elle est venue après le roman et qu'elle a commencé en ligne sur les réseaux sociaux. Et puis, votre premier recueil de poésie a été publié en 2018. Il a pour titre Les Ronces et il a rencontré un très grand nombre de lecteurs. Il a reçu le prix Guillaume Apollinaire. Et puis, il a contribué à engendrer un souffle de renouveau dans la poésie contemporaine. Renouveau auquel vous avez contribué également par la collection de poésie dont vous avez été la co-directrice aux éditions de l'Iconoclaste. C'est l'Iconopop qui réunit sous des couvertures acidulées des textes brefs, intimes et percutants, une littérature née de la scène, de la voix, de la toile aussi, et qui se veut résolument contemporaine. Mais ce soir, nous avons la joie de vous accueillir ici à Dialogue à l'occasion de la parution de votre nouveau roman aux éditions de l'Iconoclaste. Il est intitulé « La langue des choses cachées ». Et c'est un coup de cœur unanime des libraires de Dialogue. Il s'agit d'un texte court, proche du conte, qui se situe à mi-chemin de la littérature et de la poésie. Tout se déroule en une nuit, en un lieu, un petit village coincé entre 2 basses collines, dans lequel vivent quelques familles, et qui a pour nom le fond du puits. Alors dans ce village, un enfant est malade et on craint pour sa vie. Et le prêtre a alors appelé une guérisseuse qui parle la langue des choses cachées. Mais c'est son fils qui arrive. Sa mère lui a tout appris, mais c'est la première fois qu'il vient seul. Et il va vivre une nuit initiatique de transmission et de transgression qui pose des questions fondamentales et actuelles. Que peut-on faire des non-dits ? Faut-il les briser ? Et peut-on les réparer ? Alors, à l'origine de chacun de vos romans, je crois qu'il y a le lieu. C'est de là que tout part. Et ces paysages dans lesquels vous nous embarquez, ils sont extrêmement présents, vivants même, souvent plus forts que les personnages qui ne font que passer dans ces endroits qui restent. Ils peuvent parfois même les emprisonner un peu, ces lieux. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter le fond du puits ? La façon dont vous l'avez découvert, dont il a semé les graines de ce nouveau roman et dont il s'est ensuite recréé sous votre plume. Vous en savez plus sur moi que je n'en sais sur moi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très très contente d'être là. Je crois que la dernière fois, c'était il y a 2-3 ans que je suis venue. Ouais. Alors comment est né cet endroit ? En fait, c'est né au départ d'une promenade en Picardie. Je passe pas mal de temps en Picardie depuis 4-5 ans. Et un jour, je pars de la maison pour me promener. Et en parlant du trajet que je vais faire, on me dit « Ah, mais tu vas faire la promenade du fond du puits ». Et c'est assez indescriptible, ce qui fait qu'en 1 seconde, je me suis dit, il faut que je garde ça, cette expression, le fond du puits, même la promenade du fond du puits. Ça m'a fait penser c'est la balade des pendus de François Villon, je crois. Hein. Et je me suis dit, il faut que je garde cette expression, le fond du puits, pour un roman ou un poème. Mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec cette phrase qu'on m'a lancée. Et donc le fond du puits dans ce village en Picardie, c'est un lieu-dit où il n'y a pas de maison. C'est l'endroit où autrefois passait la rivière. Et donc on appelait ça le fond du puits parce que j'imagine qu'on allait y chercher l'eau. Voilà. Et c'est un creux dans le village. Et j'ai fait cette promenade. Et pendant cette promenade, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut se passer dans un endroit, dans un village habité, toujours habité, qui s'appelle le fond du puits ? Et j'ai commencé à construire mon histoire à partir de ce lieu-dit. Et j'ai imaginé un village qui, pour le coup, ressemble au village, par exemple, de 3 saisons d'orage, au village d'une bête au paradis, c'est-à-dire un endroit qui est à la fois ce que je connais du Puy-de-Dôme, de la Corrèze, de la Drôme, et aussi de tous ces endroits en littérature, dans les romans de Jean Giono, par exemple, ou de Marie-Hélène Lafon. Pour moi, les lieux, maintenant, quand je les imagine, quand je les vois avant de les écrire, c'est un agrégat de tous les endroits que je connais ou que j'ai traversés, soit dans la vraie vie, soit en littérature. Et à partir de là,
j'ai commencé à penser à une histoire. J'ai utilisé les codes de la tragédie, unité de temps, de lieu, de personnage, pour raconter une seule nuit dans un seul village en 140 pages. En fait, le format a préexisté à l'histoire. Je savais que je ferais un roman très court. Ça, c'était sûr et certain depuis le début. Et pour que le récit soit assez dense, il fallait que je fasse tenir dans ces règles de la tragédie quelque chose de très resserré, de très musculeux. Et en même temps, il fallait qu'il y ait plein d'histoires dans l'histoire, qu'il y ait plusieurs strates de lecture. Voilà comment c'est né. Alors sur la jaquette du livre, il y a quelques lignes qui disent en fait la façon dont vous avez écrit cette histoire. Dans un état hypnotique, bouillonnant, fiévreux, pour reprendre vos propres mots. Est-ce que vous pourriez nous raconter les conditions d'écriture que vous avez choisi d'expérimenter pour ce texte ? Je peux vous les raconter. Et puis la façon dont elles ont influencé, modelé peut-être l'écriture et la direction. Tout à fait. Alors les conditions d'écriture de ce livre sont effectivement un peu particulières parce que je suis allée dans le sud de la France, dans les Alpilles, qui est un endroit que je connaissais pas du tout, enfin pas très bien, c'est très beau d'ailleurs, mais j'y suis allée pendant l'été, donc il faisait très chaud, c'était à l'été 2022, et je pensais avoir du temps devant moi pour écrire, sauf que, et ça a vraiment beaucoup joué, en juillet, on m'a appelé pour travailler à France Inter pour faire une émission qui s'appelait La Source pendant 1 an. Donc j'ai su au 14 juillet qu'à partir de fin août, je n'aurais plus le temps d'écrire. Donc il fallait que ce texte, que le premier jet, soit terminé fin août. Donc il me restait en gros 1 mois et demi pour terminer ce texte. Et donc pendant 1 mois et demi, je me suis retrouvée dans un endroit très beau, mais où il faisait très chaud. Et j'ai écrit tous les jours, mais je m'étais mis en tête de faire comme le romancier japonais Haruki Murakami, que j'aime beaucoup, qui a écrit un texte qui s'appelle « Autoportrait de l'auteur en coureur de fond », dans lequel il raconte... je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu ce texte-là, mais c'est vraiment très... Enfin, je trouve ça passionnant. Il raconte comment il court 10 km par jour depuis un certain temps et comment ça influence son écriture. Et je me suis dit, comme moi j'aime beaucoup courir, je me suis dit, si je fais pareil, qu'est-ce que ça va donner ? C'est vraiment de l'imitation pure. Et donc tous les matins, je me levais assez tôt pour aller courir. Il faisait très chaud, je rentrais, je faisais 3 pages. L'après-midi, je corrigeais les 3 pages que j'avais écrites le matin et je recommençais ça tous les jours. Donc ça me mettait dans un état physique où les endomorphines de la course à pied ne disparaissaient jamais, puisque chaque jour, je recommençais le même processus. Donc j'étais dans un sentiment de grande nervosité, de grande urgence à écrire et en même temps de grande sensation que j'étais parfaitement à ma place, que ce que je faisais, c'était super. J'avais vraiment aucun doute en fait sur ce que je faisais, mais... je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, moi, j'avais la sensation d'être au top, mais j'étais pas toute seule, j'étais avec ma compagne et mon chien, et en fait, j'étais insupportable. Mais je m'en suis rendu compte parce qu'on me l'a dit. On m'a dit, mais en fait, c'est insupportable de vivre pendant 1 mois et demi à côté de quelqu'un qui fait ça. Et alors, pour en rajouter une couche, il se trouve que depuis que je suis petite, j'ai un très gros problème de somnambulisme, et ce problème s'est intensifié pendant l'écriture du livre. Et je pense que c'était dû à la fois à l'histoire que je racontais, à cette urgence, à cette peur de ne pas avoir terminé fin août, à cette grande chaleur des Alpilles. Et donc, toutes les nuits, je me réveillais en hurlant. Donc, j'empêchais ma compagne de dormir. Et un soir, j'ai passé cette espèce de cap quand même important, qui est que dans mon sommeil, j'ai mordu ma femme, qui donc s'est réveillée, et moi aussi. Et elle m'a dit, mais là, il faut arrêter, en fait. Enfin, faut trouver une solution, vraiment. Et du coup... moi, je dormais pas, ma femme ne dormait pas, mon chien s'est mis à plus dormir aussi. Et alors, blague à part, parce que là, on en rigole, sur le moment, j'en rigolais pas du tout, mais c'est que je me suis rendu compte à quel point, moi, je me sentais dans l'écriture tellement ancrée, tellement à ma place, mais que dans la réalité, je devenais une personne que j'avais pas du tout envie d'être. Que quand on se... Comment dire, quand on est à l'endroit de la création pure et qu'on se dit, mais voilà, c'est là que les choses se passent et je suis totalement au clair avec ce que j'écris, bah en fait, on devient, dans la vie quotidienne, quelqu'un d'insupportable. Et il m'a fallu quand même quelques semaines pour m'en rendre compte. Pardon. Et c'est vrai que je pense que j'ai utilisé ces adjectifs dans un état hypnotique un peu bouillonnant, parce que je pense que j'avais le corps qui était à la fois affûté et en même temps abîmé
par cette course en pleine chaleur et hypnotique parce que j'étais totalement dans ma boucle d'écriture, quoi. Donc si c'était à refaire, je le referais, mais seul, pour ne pas être cette personne insupportable. Ou en tout cas m'en rendre compte, beaucoup plus tard. Voilà. Mais sur l'écriture, ça a provoqué quelque chose. Oui, je pense que ça... Je crois que le style de ce livre n'est pas tout à fait le même que pour les livres précédents, même si en termes de lieux, vous l'avez dit, hein, en termes de sujets, de paysages, je reste sur mes petites marottes habituelles, mais en ce qui concerne la façon de mener l'histoire, à la fois par le format et par cet état physique d'écriture, je pense que c'est beaucoup plus nerveux et en même temps beaucoup plus poétique. Je crois que dans ce texte, j'ai eu la sensation de condenser à la fois beaucoup d'envie, beaucoup d'angoisse et aussi une espèce de rapport au vocabulaire beaucoup plus noué, exaltant par rapport au livre précédent où j'avais 300, 400 pages et où je pouvais m'autoriser des moments juste pour moi. Des pages entières qui étaient des pages où je me faisais plaisir, quoi. Où on me disait en édition, mais en fait, ce chapitre-là, super, c'est écrit au conditionnel, mais ça sert à rien dans l'histoire. Et moi, je disais, oui, moi, j'aime bien. En fait, pendant 3 pages, j'ai écrit au conditionnel. C'est vous dire si les autrices et les auteurs ont vraiment... C'est la bamboche, l'écriture. Mais bref, c'était... Voilà, en gros, j'avais fait mes 3 pages au conditionnel, ça n'appartenait qu'à moi, j'avais adoré faire ça, je voulais pas qu'on l'enlève. Sur un texte qui fait 130 pages, c'est impossible. C'est impossible de se dire qu'on va se prendre 3 pages qui seront des pages uniquement pour soi. Il faut que chaque virgule, que chaque mot, chaque répétition, chaque choix soit vraiment pesé. Voilà. Le format a beaucoup joué. Ouais. C'est le premier de vos livres, je crois, qui mêle autant le roman et la poésie. Dans les précédents, il y a vraiment du roman d'un côté, de la poésie de l'autre, et là, on est plus à mi-chemin entre les deux. Ouais. Est-ce que, quand on sort de cette écriture, on a l'impression d'avoir passé un cap, que c'est une nouvelle période qui s'ouvre ? Mais ça, c'est la question que je me pose depuis que j'ai écrit ce livre. Est-ce que ça veut dire que maintenant, ça va tout changer pour les prochains ? Ou est-ce que c'était un moment ? Je pense que j'ai vraiment aimé travailler en tout cas le texte et le style de cette manière-là. Donc j'ai envie de continuer. Et en même temps, je ne veux pas que le prochain livre ressemble mot pour mot, littéralement, à ce qui a été fait avec celui-là. Donc je crois que là, la question va se poser au moment où je vais de nouveau rentrer en écriture. Je pense que pour moi, le cap, il a été passé parce que je me suis rendu compte d'une part que c'était possible de mettre la poésie et le roman au même endroit, que c'était pas forcément 2 écritures qui marchaient côte à côte et qui se croisent jamais, que tout d'un coup, elles étaient ensemble, et ça, c'est super. Ensuite, alors, je vais dire un truc qui est extrêmement cliché, mais c'est un livre que j'ai écrit et j'ai eu 30 ans. Et tout le monde m'avait dit 30 ans dans la vie, c'est un cap, comme vous venez de le dire. Moi, je me moquais un peu des gens qui disaient ça. En fait, c'est vrai. Ça a été un cap. C'était un passage, c'était une étape, on appelle ça comme on veut. Mais moi, j'avais la sensation... le livre précédent s'appelait « Seul en sa demeure ». Et on était déjà à 15 ans de publication. Et moi, j'avais un peu la sensation de ronronner, de commencer à faire un petit peu partie des meubles. C'est difficile d'expliquer comment on ressent ces choses-là, mais c'était le sentiment que j'avais. Et peut-être qu'en moi, il y a eu que ce cap dont vous parlez, ça a été de dire peut-être qu'il faut apprendre à se renouveler tout en utilisant les procédés, les styles qui sont les nôtres, sans essayer d'en faire des caisses, sans essayer d'être flamboyant et foudroyant, mais de tenter autre chose, de tenter un autre exercice. Et ça a commencé par le format en disant « Ok, on va resserrer tout ça ». Et ensuite, il y a eu la poésie et le roman ensemble. La poésie, jusqu'alors, c'était vraiment pour vous le lieu de l'intime, du quotidien. Oui. Le roman, il y a un filtre qui est beaucoup plus présent. Enfin, vous cachez plus derrière une histoire. En liant les deux, est-ce que ça en fait un texte plus intime pour vous ? Oh là là, vos questions, elles sont... J'ai tellement pas la réponse. Mais non, disons que j'ai des réponses, mais peut-être que dans 10 ans, enfin dans 1 an ou dans 10 ans, ce sera pas les mêmes. Je crois que c'est un récit intime dans le sens où il est tellement ramassé sur une seule nuit que c'est impossible d'écrire sur un temps si court sans aller aussi chercher au fond de ses propres angoisses des choses qu'on n'a pas racontées dans les livres précédents. Même si je crois que
Par exemple, si je prends un texte qui a été très important pour moi, qui était Le Cœur du Pélican, qui est un texte que j'ai publié en 2015, qui était vraiment un texte sur la course à pied. C'était un roman sur un athlète déchu de course à pied. C'est l'histoire d'un athlète qui, au moment des qualifications olympiques, se blesse et donc ne sera jamais la personne qu'il pensait être. Et je me souviens, quand j'ai écrit ce texte, j'avais la sensation que ce texte, c'était vraiment le personnage qui était le plus proche de moi-même, le plus proche de ma vie, de ce que j'imaginais. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, je crois que le texte le plus personnel, le plus intime, ce sera toujours un poème et pas un roman. Je pense que le roman, il est tellement... il est tellement retravaillé, et retravaillé à l'aune de tous ceux qui ont été publiés avant. Je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus construit pour moi dans le roman, et donc d'un petit peu moins spontané que dans le poème. Et en même temps, je me rends compte, une fois que chaque roman est publié et que vous les lisez, à quel point on est toujours devancé par son écriture. C'est-à-dire que nous, moi je raconte une histoire, mais je me rends bien compte que les lecteurs et les lectrices lisent une autre histoire que celle que j'ai essayé de raconter. Ça, c'est incroyable. Pour les poèmes, c'est un peu différent. Donc, votre question, je pense que le lieu de l'intime, ça reste la poésie. Mon roman le plus personnel, maintenant, là, si je les prends les uns après les autres, je pense pas que ce soit celui-là. Je pense que c'est Une bête au paradis ou Le Cœur du Pélican. Mais il se joue quelque chose dans ce texte-là, au moment, à l'endroit du style, qui peut être un style que je vais garder plus longtemps que ce que j'ai fait sur les romans précédents. Mais en fait, je sais pas encore. Il faut absolument qu'on se revoie dans 10 ans. Voilà, si vous êtes d'accord. Rendez-vous est pris. Alors, je propose qu'on plonge dans ce texte à présent. Est-ce que, pour commencer, vous accepteriez peut-être de nous en lire un passage ? Je pensais au prologue, mais... Car c'est ainsi que les hommes naissent, vivent et disparaissent, en prenant avec les cieux de funestes engagements. Leurs mains caressent et déchirent, rendent la peau si douce qu'on y plonge facilement des lances ou des épées. Rien ne les effraie, sinon leur propre mort. Leurs doigts sont plus courts que ceux des grands singes et leurs ongles moins tranchants que ceux des petits chiens. Pourtant, ils avilissent bêtes et prairies. Ils prennent les rivières, les arbres et les ruines du vieux monde. Ils prennent, avec une avidité de nouveau-né et une violence de dieu malade. Ils posent les yeux sur un carré d'ombre, et par ce regard, l'ombre leur appartient, et le soleil leur doit sa lumière et sa chaleur. Ils se nourrissent des légendes qui font la terre ronde et trouée, le ciel bleu et fauve. Ils construisent des villes géantes pour des vies minuscules, et la haine de cette petitesse les pousse à toutes les grandeurs. En amour, ils ne comprennent rien aux secousses du cœur et du sexe. Ils tentent de les apaiser, leurs forces sont fragiles, leur corps mal préparé aux tempêtes des sentiments. Ils ont trouvé un langage pour tout dire, et avec ce trésor, ils s'épuisent à convaincre qu'ils sont les chefs, les puissants, les vainqueurs. Alors qu'importe qu'ils violent des femmes, des enfants, des frères ou des inconnus. Qu'importe qu'ils vident des océans et remplissent des charniers, car tout est voué à finir dans un livre, un musée, une salle de classe, en documentaire. Qu'importe qu'ils incendient des bibliothèques, des villages et des pays entiers, qu'ils martyrisent ce qu'ils aiment. Il faut pour vaincre tout brûler et regarder les flammes monter au-dessus des forêts jusqu'à ce qu'elles forment sous l'orbe des nuages de grandes lettres illisibles. Qu'importe qu'ils passent sur cette terre plus vite qu'un arbre, une maison, une tortue ou un rivage. Ils sont si beaux, avec leurs yeux pleins d'amour et leurs mains pleines de sang. Ils sont si beaux, avec leur corps comme des brindilles. Ils se tiennent droits, ils imitent les falaises, ils se croient montagnes ou sommets. Ils sont si beaux dans leur soif capable de tarir les sources les plus anciennes. Ils sont si beaux dans la timidité du premier baiser. Cela ne dure qu'une seconde, mais après ils ne seront plus jamais grands. Oui, c'est ainsi que les hommes naissent, vivent et disparaissent. Merci beaucoup. Alors il y a cette
première partie du prologue sur les hommes. Oui. Et puis la deuxième nous parle de ceux qui parlent la langue des choses cachées, qui sont au cœur de ce livre, donc la mère et le fils. Ils sont nommés comme ça tout au long de l'histoire, qui comporte d'ailleurs aucun nom de personnage. Il y a le prêtre, la femme au fusil, l'enfant, l'homme aux épaules rouges. En quoi est-ce qu'il était important dans ce texte de ne pas nommer? Et est-ce que ça crée pour vous une relation différente aux personnages? Oui, en tout cas, dans l'écriture, le fait de ne pas nommer, c'était aussi une façon, pour moi, de me débarrasser de tout ce sur quoi je m'appuyais avant pour écrire des textes, enfin en tout cas pour raconter des histoires. Moi, j'étais très très attachée aux prénoms, par exemple, et j'avais un vrai plaisir à aller chercher des prénoms. Et là, quand j'ai commencé à penser à cette histoire, je me suis dit, mais si je veux soit améliorer quelque chose, soit changer quelque chose, il faut aussi que j'utilise des bases qui ne sont plus les mêmes. Il faut que j'enlève ces béquilles d'écriture, il faut que j'enlève cette carte d'identité des personnages et que tous ces personnages ne soient nommés que par leurs fonctions, que par leurs actes, que par ce qu'ils ont. Et on découvre à travers ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Et c'est vrai que la mère et le fils, qui sont donc les deux personnages principaux, ils n'ont jamais eu de prénom. Ce serait bien difficile pour moi de vous dire comment ils s'appellent, j'en sais rien. Et les quelques autres personnages de ce livre, je me suis vraiment dit, mais peut-être que c'est pas que je me trompe, mais peut-être qu'il faut essayer d'entrer dans la vie de ces personnages autrement que par leur lignée, que par tout ce qui a été fait avant eux, et rester encore une fois sur cette nuit. Et comme le personnage du fils, on va découvrir tous les autres personnages à travers ses yeux à lui. On va pas en savoir plus que lui en ouvrant le texte. Et c'est ça qui m'intéressait. Et je crois aussi que, alors pour le coup, là tout à l'heure, je vous parlais de ces pages qu'on écrit uniquement pour soi et de se faire plaisir, et que je me suis rendu compte, en commençant à écrire, que pour moi, c'était un vrai plaisir, justement, de commencer autrement, de plus avoir à me poser la question, mais si ce personnage s'appelle Blanche, Aimée, Émilienne ou que sais-je, ça voudra déjà dire beaucoup de choses. Là, je partais uniquement avec des gestes, avec des actions, tout ça la nuit. Donc j'avais cette espèce d'immense marge de manœuvre pour raconter ces personnages. Et je crois que ça crée je sais pas, parce que j'allais dire je l'ai pas lu, mais un peu quand même, mais par morceaux. Voilà. Donc parce que comme je l'ai pas lu, ce serait difficile pour moi de savoir ce que ça crée chez une lectrice ou un lecteur, parce que moi je l'ai lu avec tout le travail d'écriture qu'il y a et tout le travail de relecture, de correction, de suggestion. Donc à la fin, on ne sait plus vraiment ce qu'on lit. Voilà. Alors, le fils et la mère, donc ce sont les personnages principaux. Le fils, on le suit tout du long. La mère, on ne la voit jamais, mais elle est présente sans arrêt. Tout le monde parle d'elle, parle de ce qu'elle a fait, parle de ce qu'elle a dit, même si elle n'a pas dit beaucoup, et de tout ce qu'elle a appris au fils. Tous les deux, ils comprennent la langue des choses cachées, ils s'en servent également. Et donc, chez eux, il y a très peu de choses qui passent par la parole, et beaucoup par la présence, par les gestes, par les corps. Comment est-ce que vous avez alors travaillé cette question du corps dans l'écriture et fait face à décrire, ce défi d'écrire quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer? Alors, il y a quand même une chose que je dois admettre, c'est que dans tous mes livres, moi j'ai un très gros problème avec la parole. Je sais pas faire des dialogues. C'est dur, hein. D'ailleurs, c'est un travail, on appelle ça des dialoguistes, les gens qui savent faire ça. Je trouve ça extrêmement difficile de faire parler des personnages. Je trouve on tombe très vite dans quelque chose qui ne fonctionne pas quand on sait pas le faire. Et comme je préfère contourner le problème plutôt que de m'y attacher et de le résoudre, je crois que j'ai... Dans ce livre-là en particulier, comme ces deux personnages font leur travail justement sans utiliser la parole et ne supportent pas la parole de l'autre d'ailleurs. C'est des gens qui ne veulent pas qu'on leur parle, qui demandent le silence, qui exigent le silence. Donc pour moi, c'était parfait. C'était vraiment un espace incroyable où, dans ce silence, ça devenait possible de décrire minutieusement la table d'une cuisine ou la façade d'une maison ou un pont et évidemment le paysage. Alors, je vais reprendre des mots que je cite beaucoup, de Marie-Hélène Lafont, qui dit que le paysage, c'est le corps du pays. Et ça, c'est quelque chose moi, que je garde beaucoup en moi, cette phrase-là, parce que je commence d'abord par décrire le corps du pays, et de ce corps du pays découle le corps des personnages.
mais je crois que quand on enlève les prénoms des personnages, quand on enlève toutes ces béquilles dont je parlais tout à l'heure, ce qui reste, c'est leur corps, leurs gestes, leur expression, tout ce qu'ils n'imaginent pas d'eux-mêmes, tout ce qu'ils essayent de cacher en essayant de le cacher. Eh bien, en fait, ils sont complètement à la fois prisonniers et très volontaires dans leur corps. Et il me semble que l'écriture de fiction, c'est encore cet espace, ce luxe incroyable de pouvoir raconter minutieusement, avec beaucoup de précision, le corps des autres, ce qui est quasiment impossible à faire dans la réalité. Et tout d'un coup, on a de la place pour ça, et on peut, que ce soit un regard, un poil, ou je sais pas, la couleur d'une peau, ou une expression, on peut passer des pages là-dessus, et ça veut dire quelque chose, alors qu'en vrai, on n'a pas le temps de faire ça. Alors le fils, il est venu au village pour soigner l'enfant, et s'il suivait ce que sa mère lui a appris, il l'écouterait, il le soignerait et puis il repartirait. Mais lui va écouter, il va comprendre tous les silences imposés, les non-dits qui hantent ce village et toutes les familles qui y vivent depuis des générations et qui empêchent de mettre des mots sur des violences des hommes envers les femmes, et il va décider ce qu'il doit en faire. Alors est-ce que le fils, dans ce livre, en fait, il est en train de devenir adulte ? Oui, je pense que c'est avant toute chose, c'est un roman d'apprentissage, et donc un roman de désobéissance, de transgression. Et c'est quand ce fils qui a une vingtaine d'années arrive dans ce village où tout le monde attend sa mère et qu'elle est trop âgée, donc c'est lui qui vient, il y a quand même d'abord une forme de rejet. C'est-à-dire, tout le monde, quand on lui parle de sa mère, de son autorité, de ce qu'elle aurait dit, de ce qu'elle aurait fait, de comment elle aurait fait les choses, alors que lui n'est pas assez formé. On lui fait pas tout à fait confiance. Et en même temps, il fait un peu peur, parce qu'il est le fils de sa mère, justement. Et pour moi, le moment, il y a un moment dans le livre, je ne vais pas raconter tout ce qui se passe, parce qu'on est déjà quand même bien avancé là, dans ce qu'on raconte, on est déjà à la moitié du livre, mais il y a quand même un moment où lui, il prend une décision de ne pas faire comme sa mère. Elle lui a dit, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Il décide de faire autrement, parce qu'il pense qu'il sera plus juste, qu'il sera plus humain, moins cruel. Et pourtant, mais parce qu'il y avait aussi cette question qui a sous-tendu tout le texte pendant l'écriture, c'était est-ce que quand on essaie de faire différemment de ses parents, est-ce qu'on fait pire ? Et je n'ai pas la réponse. Mais c'était la grande question, de cette question de transmission, de ce qu'on essaye de faire pour ne pas ressembler à, et pourtant on finit quand même par rejoindre le chemin qui était tracé en passant par les champs et par les ronces. Et c'est vrai que moi, ce garçon-là, ce fils, je le trouve à la fois très orgueilleux, très beau dans sa désobéissance, assez naïf aussi dans ce qu'il pense faire. Et ce qui m'a beaucoup intéressée à écrire, c'est que à la fin de cette nuit, au petit jour, il n'est plus l'enfant de sa mère. Il est devenu le fils adulte de sa mère. Lui, quand il part de ce village, c'est un adulte. Il a totalement changé, ça a pris quelques heures, mais il y a eu tellement de décisions à prendre, tellement d'actes à faire ou ne pas faire, que toutes ces décisions exigent forcément de passer dans un autre endroit de sa propre vie. Voilà. Alors face au fils, il y a le prêtre. Oui, lui, il est plus franchement âgé. Sympathique, lui. Oui, il est sympa, lui. Ouais. Il a tout vu, il a tout entendu, il n'a rien dit, mais il tente de prendre soin de cet endroit et de ses âmes. Qui est-ce qui le représente, le prêtre ? Pour moi, le prêtre, c'est vraiment la mémoire vivante du village. Et vous le dites, il a tout vu, il a tout entendu. C'est celui qui parle le plus, d'ailleurs, alors que c'est quand même celui qui est censé écouter les autres parler, mais il finit par dire et par raconter. Et d'ailleurs, on peut penser que c'est lui qui appelle le fils, parce que c'est lui qui lui demande de venir, non pas pour prendre soin, mais peut-être pour enfin raconter ce qui s'est passé. Mais alors, ce personnage du prêtre, il est un peu particulier. Moi, c'est mon personnage préféré du livre. Je l'adore. C'est pas que j'adore les prêtres en général, mais lui, je l'aime bien. Et c'est vrai que, en fait, c'est un personnage qui était déjà présent dans un roman qui s'appelle 3 saisons d'orage. Et 3 saisons d'orage, ça se passait déjà dans un village dans la montagne. Et tout le roman était raconté par le prêtre du village. Et en fait, j'ai repris ce personnage-là parce que, pour moi, il y a vraiment de grands traits à tirer entre ces deux romans-là. Ils se ressemblent beaucoup. Peut-être que la langue des choses cachées, c'est la langue qui est parlée dans 3 saisons d'orage. Mais au moment où je l'ai écrit, j'étais plus jeune que maintenant.
donc je ne le savais pas encore. Mais il me semblait que ce personnage-là, je me souviens très bien quand j'ai fini d'écrire 300 d'orage, je me disais, j'en ai pas encore tout à fait fini avec ce roman. Et peut-être qu'avec la langue des choses cachées, j'en ai enfin fini avec 3 saisons d'orage. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais je suis vraiment contente de faire ma thérapie là devant vous, c'est vraiment très agréable. Et en plus c'est gratuit vraiment. Mais il y a eu il y a eu cette reprise de personnage qui a été tout de suite très évidente. Mais donc des années plus tard, 6 ans plus tard. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un lien entre le fond du puits et les 3 gueules. Ouais, complètement. Dans le paysage. Alors, dans la langue des choses cachées, il n'y a pas de nom, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de lieu géographique précisément situé, mis à part le nom du lieu dit. Il n'y a pas de date non plus. C'est un texte intemporel, mais pourtant, parfois, par toute petite touche, il y a des références à la modernité. Dans Les rêves du fils, par exemple, apparaissent des journalistes qui prennent des photos, des caméramans, des ambulances, des pieuvres numériques. Comment elles se sont invitées dans le texte, ces références à notre temps, et en quoi c'était important qu'elles y soient? Je crois que c'était important que ces références existent dans le livre pour montrer que ce texte, il peut exister au Moyen-Âge. Ça peut être une histoire moyenâgeuse, comme ça peut être une histoire qui se passe dans le futur. Brouiller les espaces spatio-temporels dans le livre, alors déjà, c'était vraiment hyper exaltant de faire ça. Surtout dans un moment où la question de l'époque est tellement importante en littérature et en écriture, en édition, mais aussi de dire, voilà, dans tel chapitre, on est en 1230, et en fait, dans le chapitre suivant, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas en 2300 ? Et ça, moi, j'ai adoré faire ça, et c'est un des aspects sur lesquels j'ai le plus travaillé, c'était de dire, vous ne savez pas quand vous êtes. Tout simplement parce que cette histoire, elle peut arriver n'importe quand, n'importe où. Et la question de ce village avec quelques familles et quelques maisons et de cet endroit entre 2 collines qui, pour moi, agit comme une scène de théâtre sur laquelle les personnages sont totalement prisonniers du regard et de la pensée des lectrices et des lecteurs. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris un malin plaisir justement à gommer tout ça, à mettre des indices un peu partout, mais qui sont des indices un peu quand on fait un escape game, où on est dans une pièce et on a l'impression qu'il y a des indices partout et puis on cherche des portes cachées, on cherche quelque chose qui va nous donner l'impression d'avancer, et à chaque nouveau indice on se dit mais en fait j'avance pas du tout là, je fais du surplace, je tourne sur moi-même, je comprends pas, et en fait tout simplement pour dire mais ce qui se passe, ce qui est important, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur de la pièce, c'est ce qui se passe dans la pièce, et je pense que oui, j'ai pris un malin plaisir à faire ça, ouais, et parce que j'aime bien les escape games aussi, ouais. Et puis cette histoire, elle peut aussi avoir un sous-texte politique. Ouais. Elle nous parle de violence des hommes envers les femmes, de la façon dont on peut ou non réparer les injustices, de la question des victimes collatérales d'un silence brisé. Dans quelle mesure est-ce que toutes les questions que porte ce texte, elles sont nées pour vous de notre société actuelle ? Je crois que c'est très compliqué actuellement de ne pas s'interroger sur son propre rapport à la violence, sur toutes les, de s'interroger sur sa propre famille aussi, sur ses proches, sa famille, ses amis, les gens qu'on a connus ou ceux qu'on est en train de connaître, de se dire mais qui dans mon entourage est touché par ces violences-là ? Qui l'a été ? Qui l'a dit ? Qui ne l'a pas dit ? Comment ça a pris forme dans le corps et sur le corps aussi ? Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui arrive avec... ou alors il faut fermer la radio, la télé, il ne faut plus aller en librairie du tout, et ne plus regarder la télé, et ne plus regarder un film ou une série, parce que c'est tellement présent que pour ne pas se poser la question dans sa propre vie de ces violences-là, il faut vraiment soit s'en foutre totalement, soit vivre dans un lieu totalement coupé des hommes et des femmes, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à m'interroger là-dessus parce que dans ma vie, mais comme beaucoup de gens, hein, je pense que j'ai posé des questions autour de moi, j'ai vu des jeunes femmes et des moins jeunes et entendu raconter leur histoire. Donc je me suis dit, mais alors du coup, est-ce que chez les femmes de ma famille, qu'est-ce qui a eu lieu ? Si ça a eu lieu, est-ce qu'elles l'ont dit, est-ce qu'elles l'ont pas dit ? Et chez mes amis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, quand on commence à mener son enquête, et mener son enquête, c'est pas fouiner, c'est poser la question, c'est dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé à toi ? Qu'est-ce que tu considères être comme une violence ou pas ? Mais en fait, ça prend des proportions énormes. Parce que très souvent, quand ça a déjà eu lieu, les gens parlent. Et quand les gens commencent à parler, que vous les connaissez, que vous vous rendez compte que vous les connaissez pas si bien que ça met quand même une sacrée gifle. Et je pense que pour moi,
la fiction, en tout cas l'espace de la fiction, puisque je ne suis pas capable d'écrire un texte de non-fiction sur le sujet, d'une part parce que je n'ai pas été directement victime de violences au sein de ma famille, par exemple. Mais je crois que pour moi, la fiction, c'était aussi une façon de poser un œil, en tout cas d'entrer dans le sujet, par une porte un peu différente. Parce que je crois sincèrement que des livres comme Le Consentement, Triste Tigre ou La Famille Lagrandet sont des livres très très importants et qu'il y a un avant-après ces livres-là. Mais ce sont des textes qui sont des témoignages, qui sont des livres de non-fiction, qui vont au plus près de la réalité, qui sont racontés par des gens qui sont victimes. La fiction, je crois, permet un recul et dit on va traiter le même sujet, mais on ne va pas rentrer par la même porte. Et pas dans le même endroit, pas dans la même famille, pas dans le même milieu aussi. Parce que pour le coup, les 3 livres dont je viens de parler, c'est un certain milieu. Mais je ne sais pas si la fiction apporte des réponses. Je ne suis pas sûre de ça. Mais peut-être qu'elle permet de décrire, de raconter sans que le corps de l'autrice soit en jeu, que le corps et le passé ou le présent de la personne qui écrit soient totalement en jeu. Voilà. Et donc de permettre un tout petit peu de recul. Voilà. Alors le Fond du Puy, c'est un tout petit village, presque un lieu-dit. Il y a seulement quelques familles qui y habitent. Et pourtant, à cette petite échelle, on plonge dans une communauté, dans son ordre établi qui semble impossible de briser, parfois même difficile de contourner. Dans quelle mesure est-ce que ce petit village, il peut aussi être vu comme une métaphore de notre société ? Est-ce que c'est ça aussi je crois que ce petit village, qui est intéressant. Même avant de parler de métaphore, il me semble qu'en termes de chiffres, la France, elle est composée à 20%. Il y a 20% du territoire français qui est fait de ces petits villages. Il y a eu un très très bon texte, un essai qui s'appelle « La fin du village », qui est apparu il y a une dizaine d'années à peu près, qui est vraiment 700 pages pour nous expliquer pourquoi ces villages dont on dit un jour il n'y aura plus personne, il y a encore des gens. C'est vraiment passionnant comme essai. Et il me semble que ce qui se passe dans des endroits comme ça, et moi je suis née dans un village, il y avait déjà 500-600 habitants à l'époque, peut-être un peu plus, donc c'est pas tout à fait 30 habitants. Mais c'est que chaque personne, moins il y a de gens, plus chaque personne a une fonction. Plus c'est facile de dire voilà, telle personne elle est comme ça, plus il y a de gens, plus c'est difficile de définir rapidement et de savoir ce qui se passe dans chacune des maisons. Et donc évidemment d'un point de vue purement d'écriture, le village c'est un vivier intarissable d'histoire, puisque tout le monde sait ce qui se passe dans toutes les maisons. Alors de manière un petit peu, il y a toujours un détail qui cloche, il y a toujours un petit mensonge qui vient s'immiscer, mais c'est pas grave, tout le monde sait. Et d'une certaine façon, la communauté tient sur le fait que tout le monde se raconte ce qui se passe dans la maison d'à côté. Ce qu'on appelle du potin, du cancan. Moi, j'adore ça, c'est mon métier. Donc c'est vrai que, et je trouve ça absolument passionnant de voir comment, quoi qu'on en dise, la communauté tient sur le fait qu'on se raconte des histoires. Alors quand c'est les histoires du voisin, c'est moyen, mais quand c'est les histoires d'il y a 50, 100, 50 ans, tout d'un coup ça prend une ampleur un peu mythologique, quoi. Et je crois que l'écriture là-dedans, elle vient dire à quel point c'est important. Là je suis filmée en disant ça et je me rends compte que c'est pas dingue ce que je vais raconter, mais que c'est important de continuer à raconter ce qui se passe chez le voisin. Parce que c'est ce qui fait tenir en fait le village. Voilà. Donc continuez à balancer sur vos voisins. Parce que c'est pour ça qu'on vient prendre le café chez vous. Voilà. Mais contourner l'ordre du monde, s'extraire de l'ordre établi, c'est aussi peut-être un des pouvoirs de la littérature qui peut offrir des chemins de traverse. Alors, est-ce que les livres y constituent un véritable espace de liberté pour vous ? Une possibilité, si ce n'est de changer la société, au moins de l'imaginer différente, de l'ouvrir à d'autres possibles ? Franchement, si les livres changeaient la société, on n'aurait plus besoin d'en écrire. Hein. Mais je sais pas si ça change la société. Je pense que ça crée des ouvertures chez les gens qui les lisent, c'est-à-dire des espaces, des façons de penser l'autre, de penser la vie des autres. Je pense que aussi écrire et lire, ce sont deux moments pendant lesquels le temps est suspendu. Donc c'est pas aussi
rapide qu'une conversation. C'est quelque chose où on a le temps de penser à ce qu'on est en train de lire, de s'y plonger, où on rentre dans la vie, dans un monde d'une manière tellement importante et tellement entière. Et d'ailleurs, c'est une sensation quand on finit un livre qu'on a vraiment aimé, à quel point on se sent dépossédé. Quand on termine un bouquin qu'on aime et qu'on se dit « mais je sais pas quoi lire » parce que forcément, le bouquin qui arrive derrière, ça va pas le faire, quoi. Moi, j'aime bien... C'est fou parfois comment... Enfin, moi, c'est mon cas. Mais quand on termine un livre qu'on a adoré et qu'on se dit « le livre qui va suivre, ça va être un livre pansement, quoi ». Un peu comme quand on se fait larguer et qu'on se dit la relation qui va venir, ça va vraiment être la relation pansement pour nous soigner de ce qui vient de se passer. Et je trouve que c'est pareil en livre. Et parfois, je sais pas, vous êtes libraire et que parfois il y a des gens qui arrivent, j'ai lu ça, qu'est-ce que je peux lire derrière d'un peu plus calme et pour m'en remettre d'une certaine façon. Ça, c'est incroyable. Quand un livre vous fait ça, ce livre-là, je sais pas s'il change la vie, mais en tout cas, il permet de faire bouger un tout petit peu ce qui est établi. Il fait bouger un peu le monument, quoi. Et après, oui, ça c'est pour la lecture. Pour l'écriture, si, moi l'écriture elle a changé ma vie parce que... Et en même temps, est-ce qu'elle a vraiment changé ma vie? Parce que moi j'ai su très très tôt que je voulais faire ça et je le fais. Donc finalement elle n'a pas changé grand-chose. Je suis en train de réfléchir en parlant, là ça se voit d'ailleurs. Hein. Mais il faudrait qu'il y ait autre chose qui arrive que l'écriture là pour que ça change. Parce que ça fait quand même très longtemps, c'est très longtemps. Ça fait 16-17 ans que je fais ça. Et en même temps, je me rends bien compte que d'écrire et que mon métier ce soit écrire, c'est quelque chose qui est un petit peu différent de ce qui était prévu par mes parents, par exemple, ou par mes grands-parents. Donc je ne sais pas si ça change ma vie, mais ça change la vie que j'aurais dû avoir pour les gens qui m'ont élevée. C'est clair là ce que je raconte? Ouais. Mais moi je fume par les deux oreilles là, vous vous rendez pas compte. Hein, Une vie sans écriture, ce serait envisageable? Y a mais je sais pas si ce serait envisageable, mais il y a une différence entre une vie sans écriture et une vie sans publication. Si l'écriture devenait quelque chose uniquement pour moi et que là on me dit demain il faut que tu fasses un autre métier, t'arrêtes de publier des livres, est-ce que je continue à en écrire? Très franchement, je pense que je continue à écrire de la poésie, des poèmes, parce que c'est impossible de faire autrement, mais je sais pas si je continue à écrire des romans. Et pourtant je ne sais pas quoi faire d'autre. Voilà. Mais l'arrivée jusqu'au lecteur est essentielle. Oui, absolument. Vous nous avez parlé de livres qui bouleversent et qui marquent. Est-ce que vous voudriez nous parler de quelques livres? Alors franchement, avec plaisir. Dans les récents ou pas récents? Ce que je veux, large, c'est large, hein, carte blanche. Alors, il y a en lecture récente qui m'ont vraiment marqué. Il y a un livre que je suis en train de lire. J'ai pas fini de le lire. Qu'on m'a mis entre les mains il y a une semaine. C'est un livre d'une autrice suisse qui s'appelle Corinna Bill ou Bille, je ne sais pas comment on prononce. C'est publié chez Zoé, c'est en poche. Et le livre s'appelle Théoda. Et Théoda, c'est l'histoire donc de Théoda, qui est une jeune femme. Et ça se passe, je pense, dans les années 30, dans le Valais, en région suisse, quoi. Et donc, c'est deux villages. Il y a le village du haut où les gens montent à l'estive, et le village du bas où ils redescendent leurs bêtes. Et c'est donc pendant un certain temps cet aller-retour entre les deux villages. Et arrive une jeune femme qui est mariée à un gars du coin. Elle s'appelle Théoda, elle est mariée à Barnabé. Et c'est l'histoire de l'arrivée de cette femme vue de la petite sœur de Barnabé. Et l'écriture est incroyable. Ce livre, depuis que je le lis là, à chaque fois que je lis une page, je suis là, mais c'est génial, c'est super. Je suis ravie qu'on ait mis ça entre les mains parce que c'est vraiment... C'est un peu comme si Marie-Hélène Lafont croisait Jean Giono, l'écriture. Je suis en train de survendre le truc là, mais vraiment, moi je le ressens comme ça. Donc ça, c'est en poche. Alors très récemment, c'est des choses que j'ai lues il y a très longtemps, mais c'est parce qu'on en parle beaucoup, à la fois avec des gens qui ont mon âge et des gens plus âgés, de John Irving. Il faut relire Le Monde selon Garp. Voilà. Donc le Monde selon Garp, l'œuvre de Dieu, la part du diable, moi c'est celui que je préfère, qui m'a vraiment beaucoup marqué. Je devais avoir une quinzaine d'années quand je l'ai lu, et ça avait été fou. Mais je me demande si on lit encore John Irving aujourd'hui, c'est ça ma question. Donc il faut relire ou lire John Irving. Et après, mais parce que moi c'est vraiment mon autrice totémique, c'est Marguerite Yourcenar. L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar et surtout son tout premier roman qu'elle a écrit, elle avait 23 ans, qui s'appelle Alexis. Franchement, c'est 80 pages, donc c'est pas long.
Et c'est l'histoire de cet homme, Alexis, qui écrit une lettre à sa femme qui s'appelle Monique. Et en fait, c'est une lettre de rupture de 80 pages, donc il rompt pas très vite, Alexis. Mais il explique pourquoi il est en train de rompre, parce qu'en fait, il a des désirs homosexuels qui n'ont jamais vraiment eu lieu, mais il peut plus vivre avec cette femme. Et il y a cette phrase de fin qui est incroyable, où il dit « Je vous demande pardon, Monique, non pas de vous quitter, mais d'être resté près de vous si longtemps. » Et c'est quand même la plus grande phrase de rupture de la littérature française. Non, mais si un jour vous devez larguer quelqu'un, vous envoyez ça par SMS, a priori ça marche, ça marche très très bien. Moi je me souviens très bien de ce grand choc de littérature. Ah ouais, Alexis de Marguerite Yourcenar, mais l'œuvre noire reste quand même, je trouve, un texte habité, sublime, fiévreux. Moi je trouve qu'on lit pas assez Marguerite Yourcenar. Mais je trouve qu'en fait en littérature, je raconte un peu ma vie là, mais il y a deux équipes, deux Marguerites. Il y a Yourcenar et Duras. Voilà. Et alors ça, il y a des gens qui aiment les deux, bravo. Mais quand on a lu Yourcenar, quand on lit Duras après avoir lu Yourcenar, c'est ce qui m'est arrivé pour des raisons à l'école et tout ça, on se dit, il y a un problème quand même. Enfin, non mais c'est tellement... Il y en a une qui a tellement été importante à son époque. C'est-à-dire, je pense que Duras, vraiment, quand elle a publié ses livres, ça a dû être quelque chose de fou en France. Sauf que quelques années plus tard, moi j'ai un peu de mal, par exemple. C'est pas, je trouve qu'il y a trop de répétitions, par exemple. Alors que Yourcenar, je pense qu'on peut ouvrir les mémoires d'Adrien à n'importe quelle page et lire un paragraphe, et ce sera sublime. En fait, Duras, c'est du talent, et Yourcenar, c'est du génie. C'est du génie pur. Donc lisez Marguerite Yourcenar parce qu'elle en a bien besoin. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.